Merci à Groupe d'ouvrir le sujet du tertiaire passif à Rennes Métropole, qui n'a pas été débattu jusqu'à présent. Donc, on a autour de la table des experts, des maîtres d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre. Pourquoi aborder le sujet du tertiaire passif à Rennes? Parce que Rennes Métropole est pionnière. C'est pas moi qui le dis, c'est la maison passive. Rennes Métropole, en 2019, a acté son plan climat, air, énergie. À la suite de ce plan climat, un référentiel bas carbone a été élaboré, dont vous avez certainement tous entendu parler, qui concerne toutes vos opérations. Et un volet, parmi tous les volets de ce référentiel carbone, il y en a un qui est dédié au passif, à la sobriété énergétique, et notamment dans le tertiaire. Donc ce soir, on va aborder ce sujet qui vous concerne tous, qui soulève bien des questions, qui vous engage en tant que maître d'ouvrage, en tant que maître d'œuvre. On entend beaucoup de sujets autour du passif. C'est pas un sujet anodin, donc on n'avait pas envie de prendre le sujet en disant c'est super, le passif tertiaire, ça soulève des questions, et on est là pour ça, et on est là aussi pour débattre après notre table ronde. N'hésitez pas à poser des questions puisque c'est un temps d'échange ouvert. Donc pour animer cette table ronde, pour contribuer à cette table ronde, j'accueille à ma droite Marc Hervé, donc, qui est premier adjoint à l'urbanisme de Rennes Métropole. Ensuite, j'ai Pierre Loisel à ma gauche, donc, qui est architecte et qui est membre de A Group. J'ai Monsieur Castel, dont j'ai oublié le prénom, Clément, qui est ingénieur thermicien et qui est fondateur du bureau d'études Énergélio. Nicolas de Couvelard, qui est directeur du patrimoine et développement du patrimoine d'Archipel Habitat, l'OPH de Rennes Métropole. Et j'ai Constant Charrier, autre maître d'ouvrage, qui est, on peut dire, directeur des ressources humaines du groupe Charrier, c'est ça ? Ok. Donc pour commencer à ouvrir ce sujet, on va commencer par des éléments de contexte. On va commencer par Marc Hervé qui va peut-être nous décrypter les attendus de ce référentiel bas carbone et de son volet passif, puisque c'est une décision politique qui se traduit par des actes et par des obligations dans le tertiaire passif. Bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être sur cette table ronde à Groupe parce que voilà, le cabinet François Pommier, architecte, a cheminé tout au long du développement de cette ville et c'était important que par la présence dans cette table ronde, je puisse être aussi à vos côtés parce qu'il y a un certain nombre de collèges, de maisons de quartier, voire de stations d'épuration et de nombreux logements qui ont été produits par le cabinet François Pommier. Et c'était important aussi de rendre hommage à ce qu'a été cette œuvre en étant présent. Alors oui, le référentiel bas carbone, il s'inscrit très simplement dans une donnée que vous connaissez tous. Le secteur du bâtiment dans son entièreté, c'est 43% des consommations énergétiques en France annuelles et 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la donnée de base qui va nous amener dans ce qu'est une stratégie nationale bas carbone, mais qui est aussi la stratégie européenne, de travailler à ce que chacune des politiques publiques, chacune des composantes de notre vie sociale est interrogée à l'aune de la transition écologique. Et à l'échelle de Rennes, alors ça traverse sur beaucoup de politiques publiques, mais il est vrai que pour ce qui concerne la construction, c'est poser la question du référentiel bas carbone dans des textes, et vous l'avez précisé, d'abord par le plan climat, air, énergie territoriale, sur lequel on a posé cet enjeu de transition bas carbone, mais qu'il a fallu ensuite pouvoir alimenter. Et avant de rentrer dans le processus, juste vous dire que cette question du bas carbone, c'est une question technique qui est celle des architectes et de toutes celles et ceux qui sont dans les bureaux d'études et qui œuvrent à ces questions, à ces solutions-là. C'est aussi une question d'acceptabilité sociale. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment où on le voit, vous le voyez, dans nos villes se pose la question de l'acte de construire et qu'il est éminemment important que cet acte de construire prenne en considération ce que sont les évolutions climatiques sur des enjeux et d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et c'est aussi
en relevant ce défi de la transition écologique, qu'on arrivera à continuer malgré tout de pouvoir construire, parce que je fais partie de celles et ceux qui pensent que socialement, on a besoin de continuer à construire dans les territoires, mais on voit que c'est parfois dans des villes qui sont, pour ce qui concerne Rennes, essentiellement en renouvellement urbain, c'est parfois plus rugueux l'acte de construire dans la ville, et qu'il faut aussi pouvoir mobiliser ce que sont des nouvelles techniques et des empreintes carbone qui soient moins importantes qu'elles n'ont été par le passé, et d'où ce référentiel bas carbone pour la métropole, avec un travail en atelier, parce que c'est aussi comme ça qu'on fonctionne avec la métropole. L'idée n'était pas d'avoir un référentiel qui descende et qu'il s'impose aux uns et aux autres, mais de pouvoir le travailler avec l'ensemble des acteurs, en ayant un pilote qui était la collectivité et qui a pu guider ce travail en atelier, en associant des architectes, des bailleurs, des maîtres d'ouvrage, des universitaires, enfin, toutes celles et ceux qui étaient prêts à apporter l'expertise sur ce point-là. Et donc, on a ce référentiel qui a été adopté en 2022. Et donc, depuis le 1er janvier 2023, ce référentiel bas carbone s'applique dans toutes les zones d'aménagement concerté de la ville de Rennes ou de la métropole. Donc, on est sur les fonciers d'initiative publique. Ce n'est pas totalement neutre parce qu'on sait que ce sont les lieux de l'innovation. Pourquoi ? Parce que l'économie de nos projets sont tenu en partie par la collectivité. Et s'il y a besoin de devoir réviser l'économie des projets pour intégrer cet élément bas carbone, c'est plus simple en ZAC, puisque une partie de la question est liée à la charge foncière qui est discutée entre l'aménageur, qui est la collectivité, ou son aménageur territoire pour ce qui concerne la ville de Rennes, et le promoteur, le bailleur, ou celui qui est invité à détenir une maîtrise d'ouvrage sur ces normes. Et donc, on a cette capacité dans les fonctions publiques, depuis le 1er janvier 2023, à intégrer cette stratégie bas carbone. Ça va se faire par étapes, dans la discussion avec les uns et les autres, sur une maille qui est autant celle du bâtiment que celle de l'aménagement. C'est aussi un des points fondamentaux sur la question de ce référentiel, c'est qu'on est autant sur le bâtiment que sur l'aménagement, donc à des échelles diverses, et sur le bâtiment autant le logement que tertiaire. Et si on a posé au préalable dans ce référentiel bas carbone la question du passif, c'est qu'on savait, au vu des discussions qu'on avait avec les opérateurs, que c'était certainement plus simple de pouvoir être dans le passif, dans le tertiaire, parce que voilà, il y a un certain nombre d'éléments d'architecture et techniques, et ils seront explicités ce soir, qui nous permettaient de passer ce cap plus facilement dans le bâtiment tertiaire que dans le logement notamment. Et donc on a souhaité, dans ce référentiel bas carbone, avancer très vite sur la question du tertiaire pour pouvoir avancer sur cet élément passif dans ce qui était demandé aux maîtres d'ouvrage. Et puis se dire aussi que dans le tertiaire, il y a certainement un raisonnement plus poussé que dans le logement sur ce que sont les questions de coût global. C'est-à-dire que vous avez le coût d'investissement, et puis vous avez aussi, pour les preneurs et celles et ceux qui font leur siège, qui font leur bureau, une conception de ce qu'est l'usage du bâtiment en associant tous les coûts d'exploitation, alors sur une vingtaine d'années, une trentaine d'années, mais qui permet d'avoir un raisonnement que sur les particuliers ou le logement, on n'a pas encore tout à fait dans l'écosystème, même si cet écosystème, je pense aux banquiers notamment, auront à intégrer ces éléments-là pour pouvoir pousser aussi un certain nombre de dossiers, parce que l'argent qu'on ne met pas dans la facture d'énergie, on peut le mettre dans un certain nombre d'évolutions techniques, technologiques, et c'est pourquoi, se disant que sur le tertiaire, on pouvait avoir ce type de réflexion et peut-être plus avancé que dans d'autres domaines, on a souhaité dès 2023, dans les ZAC métropolitaines ou de la ville de Rennes, pouvoir avancer sur ce référentiel bas carbone. C'est vrai que la précision en ZAC, c'est pas 100% de tertiaire. Peut-être le diffus viendra, mais pour l'instant... Le diffus viendra, et puis si jamais il y a des maîtres d'ouvrage dans le diffus hors référentiel bas carbone qui veulent y aller, ils pourront y aller. Tout à fait. Je pense qu'on aura vocation ce soir dans cette table ronde à présenter tous les bienfaits du bâtiment passif dans la ZAC, mais dans le diffus, si les uns et les autres sont prêts à y aller. Merci.
Alors, donc on a compris que vous avez commencé par le tertiaire parce que finalement, vous pensiez que c'était quelque chose qui pouvait enclencher un cercle vertueux. On va voir avec Clément Castel, on va faire un petit rappel. C'est quoi le passif? Passif pour les nuls. Ça me fera une petite piqûre de rappel à moi. Et peut-être on va voir aussi les spécificités du passif dans le tertiaire, puisque finalement on parle d'une typologie de bâtiment. Je vous laisse la parole pour nous faire ce petite piqûre de rappel à tous. Merci. Et merci à Bernd et Pierre de m'avoir invité pour une soirée où on va parler passif dans un lieu qui s'appelle la Brasserie. Donc c'est vraiment sympa. Alors moi je vais vous donner une petite recette. Il y a 4 ingrédients. Alors c'est pas la recette de la bière, j'en serais bien incapable. Mais pour faire du passif, en fait, il y a 4 piliers, hein, il y a 4 fondamentaux qui sont très simples. Le premier élément, ça va être de travailler sur la captation solaire du bâtiment. Alors c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus facile quand on est en ZAC que quand on est en diffus, en milieu urbain contraint. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va permettre d'atteindre un niveau de sobriété énergétique qui va être élevé. Donc en fait, finalement, on parle tout simplement de bioclimatique. Il n'y a pas de révolution, mais le bioclimatisme, c'est la première chose qu'on va venir travailler en passif. Le deuxième ingrédient, ça va être l'isolation thermique. Donc finalement, on va venir créer un manteau isolant autour du bâtiment. Alors un manteau qui va être plus épais, voire beaucoup plus épais que ce qu'on fait habituellement sur les bâtiments tertiaires. Et quand on parle de manteau isolant, il y a les parois opaques, mais il y a aussi les parois vitrées. Et c'est là où il y a une différence majeure par rapport à un bâtiment classique, c'est que sous nos latitudes françaises, alors à part parfois sous le bassin méditerranéen, on va travailler avec des vitrages, triple vitrage, qui vont nous permettre du coup de réduire fortement le besoin de chauffage du bâtiment. Donc ça, c'est les 2 premiers ingrédients qui sont vraiment les fondamentaux du passif sur la partie technique. Ensuite, il y a des choses qui sont un petit peu moins visibles, notamment sur l'étanchéité à l'air. Donc, vous avez des niveaux qui sont entre 3 et 4 fois plus performants que la réglementation actuelle, en tout cas par rapport au tertiaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, pour le coup, 80%, c'est de la conception, quoi. C'est chez nous, en fait, en tant que maître d'œuvre, architecte, que ça va se jouer. C'est dans les détails qu'on va pouvoir avoir ce niveau-là. Et après, si c'est bien conçu, sur le chantier, ça va rouler, il n'y a pas de problème. Et le dernier élément, qui n'est pas forcément... Donc là, on a vu les 3 premiers ingrédients, c'est de l'enveloppe, en fait. On travaille sur la qualité de l'enveloppe, c'est vraiment un niveau de performance de l'enveloppe. Et le dernier élément, qui n'est pas un élément d'enveloppe, qui est un élément technique, ça va être la ventilation à récupération de chaleur. Donc en fait, c'est une double flux à récupération de chaleur. Alors clairement, sur un bâtiment tertiaire, il y a déjà cet élément-là. Donc finalement, faire du passif sur du tertiaire, on retrouve quand même des éléments qu'on met déjà habituellement, sauf qu'il y aura peut-être quelques petites différences, notamment sur les qualités de système qu'on va mettre en place. Mais on a quand même, globalement, quand on fait un bâtiment de bureau, l'isolation par l'extérieur qui est déjà là. Donc on va venir l'épaissir. On va mettre des vitrages plus performants et travailler l'orientation, et à la fin, travailler avec un système plus performant. Donc voilà un petit peu les 4, pour rappeler un peu ce que c'est les 4 piliers. Comment faire du passif, ça c'est la recette, et après, il faut l'appliquer sur chaque projet, quoi. Voilà. Alors, encore une question pour vous, bureau d'études. Aujourd'hui, on parle de bas carbone. On parle plus que de bas carbone, quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est quand même... la question, c'est comment on arrive à trianguler la RE 2020 avec le passif. Comment on arrive à concilier, à articuler les 2 démarches? Alors, c'est parfaitement compatible. Ce qu'il faut juste bien avoir en tête, c'est que le passif, c'est vraiment sobriété énergétique. On parle que d'énergie. On ne parle pas de carbone. C'est un choix, c'est vraiment un label. Donc ça veut dire très, très brutalement, on peut faire du passif en béton polyuréthane, vraiment pas du tout écologique, ou du passif en bois paille. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que globalement, quand on regarde le panel de bâtiments passifs qui est sorti en France, on a quand même à peu près 70% d'opérations qui intègrent déjà des matériaux biosourcés dans la démarche. Donc il y a quand même une démarche qui va au-delà de l'énergie, mais c'est vraiment un label énergétique. Dans tous les cas, le volet énergétique passif, il sera largement compatible avec les RE 2020. On sera encore 2 à 3 fois supérieur par rapport aux exigences de la RE 2020. Donc j'ai envie de dire, pas de problème, il n'y a vraiment aucune incompatibilité sur la partie énergétique. Sur la partie énergétique. Après, il va falloir voir comment on construit.
C'est ça. C'est ça. C'est le choix des matériaux qui va Absolument. entrer en ligne de compte. C'est le système constructif, ouais, tout à fait. Ok. Autre question, quand on pense à passif, forcément, à tertiaire, pardon, forcément on pense à surface vitrée, on pense à confort d'été, on pense à ventilation, voire climatisation. Pierre, peut-être donner quelques exemples et nous expliquer comment on peut en passif être conforme à des attentes de confort en termes de surchauffe estivale, comment on évite ces problématiques qui sont finalement celles qu'on vit malheureusement tous de plus en plus. Tout à fait. Il faut savoir que la problématique finalement la plus importante en passif, c'est d'assurer le confort d'été. Le confort d'hiver, on met un bon manteau, finalement ça fonctionne assez bien, c'est assez simple. Mais le confort d'été, on en entend souvent un peu parler. Il fait trop chaud dans les bâtiments passifs, ou alors je peux pas ouvrir ma fenêtre. Mais en fait, non, tout ça fonctionne très bien. Il suffit de prévoir tout ce qu'il faut. Alors, comment on assure un confort d'été dans le passif ? On va prendre un exemple avec le projet qu'on a fait pour le groupe Charrier. Tout d'abord, pour éviter que la chaleur rentre dans un bâtiment, qu'il monte en surchauffe, il faut se protéger du soleil. Donc on se protège avec, par exemple, là, dans une salle de réunion, on a les BSO, les brises-soleil orientables extérieures qui sont descendues. Donc ça évite que le soleil rentre et ça suffit tout simplement à ne pas avoir de climatisation. On évite le soleil de rentrer. Le fait de surisoler le bâtiment, ça évite aussi de faire rentrer la chaleur, comme ça évite de faire rentrer le froid, ou ça permet de garder le froid dans le bâtiment. Donc la surisolation permet les deux. Donc ça, c'est éviter que la chaleur rentre dans le bâtiment. Ensuite, on a une méthode pour rafraîchir à l'intérieur sans utiliser de climatisation. Là, pour le groupe Charrier, on a un système, vous voyez, il y a des plafonds, des petits rectangles blancs là. Ce sont des plafonniers où on passe de l'eau froide dedans. Donc l'été, on passe de l'eau froide, ça rafraîchit la pièce. L'hiver, on passe de l'eau chaude, chauffée par la pompe à chaleur qui est sur le toit. Et là, ça chauffe un petit peu le besoin de chauffage qu'on a minimum pour le bâtiment. Ensuite, une fois qu'on a rafraîchi le bâtiment par cette eau froide, on peut aussi, on peut passer à la slide suivante. On rafraîchit le bâtiment par une surventilation nocturne, c'est-à-dire que le soir, on a prévu dans ce bâtiment, on a une grande trémie centrale, un grand hall, et on a des ouvrants en rouge et une trappe en haut de cette trémie. Donc en fait, le soir, il y a une ouverture de cette trappe, des deux ouvrants, et l'air chaud qu'a emmagasiné le bâtiment en période estivale va être décomprimé pendant la nuit. Donc l'air froid va rentrer la nuit, l'air chaud va sortir, et le lendemain matin, on repart avec un air frais dans le bâtiment, et c'est reparti pour un cycle. C'est un système qui s'autogère ? Oui, tout à fait. Constant Charrier va pouvoir nous en parler. Tout à l'heure des usages, voilà. C'est ça. Donc ça, c'est en gros comment on peut assurer le confort d'été. Et le rôle de la double flux dans tout ça ? La double flux, elle, sert à brasser l'air dans le bâtiment. Donc l'été, qu'est-ce que tu peux dire sur l'été ? Si, un truc qui est vachement intéressant avec la double flux, c'est qu'en fait, en hiver, ça récupère la chaleur, donc ça, c'est vachement bien. Mais en été, ça récupère la fraîcheur, en fait. Ça marche à l'envers. C'est-à-dire que si votre bâtiment il est frais, il va rester frais grâce à l'échangeur. Donc ça, c'est super intéressant parce que comme vous avez des journées comme aujourd'hui où vous pouvez monter à 30, 31 degrés et qu'à l'intérieur du bâtiment, il fait 25, en fait, ça va garder la fraîcheur et ça va éviter justement d'avoir une montée en température tout en ayant un air de qualité. Donc ça, pour le coup, c'est aussi un atout. Et surtout, quand on travaille avec des centrales passives, on a un rendement de récupération de fraîcheur, du coup, qui est très bon. C'est vraiment intéressant. On a moins besoin d'inertie alors dans ces bâtiments ? Non, on a toujours besoin d'inertie. Il faut toujours avoir de l'inertie. En fait, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut toujours un minimum syndical. Il faut toujours avoir, idéalement, au moins une paroi lourde par niveau. Sinon, on aura un bâtiment qui va être plus nerveux. Alors, je dis pas que c'est pas possible de faire des bâtiments en tout bois passif. On l'a déjà fait. Mais par contre, il faudra être beaucoup plus vigilant sur la réactivité, la sensibilité aux apports solaires et aux apports internes. C'est possible, mais c'est quand même un peu mieux quand on a l'inertie. C'est un sujet justement pour construire en biosourcé, si on veut construire passif. Ouais, alors ça va être, ça va être avec des enduits de terre, de la brique de terre crue, des éléments comme ça où on va rapporter la masse en fait dans le bâtiment. Ouais, tout à fait.
Ok. Autre question qu'on se pose souvent, c'est une idée reçue. On aime bien enfoncer un peu les idées reçues. C'est la question de la créativité, architecturale. On se dit le passif, il y a des orientations un peu obligées, il y a une forme de compacité. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a une liberté architecturale finalement dans le passif? Et le passif tertiaire aussi, puisque souvent on voit des bureaux qui sont quand même ces bâtiments signaux qui sont souvent faits aussi pour exprimer l'identité d'un groupe, d'une entreprise. Donc, quelle est la place de la créativité architecturale dans tout ça? Alors, ça va être très rapide. Il n'y a aucune complexité. On fait ce qu'on veut en passif. C'est formidable. C'est très simple. On vous montre un exemple. Jacques Ferrier a fait cet immeuble à Rouen. C'est l'immeuble de la métropole. Donc, on voit une certaine complexité, des grandes surfaces vitrées, du panneau photovoltaïque qui coupe les apports solaires, mais on arrive quand même à avoir suffisamment d'apports pour fonctionner sans chauffage. Donc là, on imagine que c'est pas le bâtiment le moins cher en tertiaire, mais vous voyez, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais On ne ferait plus aujourd'hui, peut-être. voilà, peut-être qu'on le ferait plus en termes de budget, plus que, mais voilà, on a une certaine liberté. Ça dépend tout simplement de l'argent qu'on veut mettre dedans, mais on peut passer à la suivante pour montrer. Donc ça, c'est le projet qu'on a fait pour Archipel Habitat en logement. Livré en 2016 à Mordel. Donc là, on voit une autre complexité de projet, mais une certaine sobriété aussi. Donc ça n'empêche rien. Là, on est en structure bois. Donc pour l'époque, on était déjà un bâtiment. On parlait de carbone tout à l'heure. On est déjà en bâtiment qui est RE 2025 sans problème, puisqu'on est certifié passif, qu'on a des murs ossature bois, qu'on a des menuiseries en bois, triple vitrage. Enfin, voilà. Donc c'est un bâtiment qui fonctionne bien, vous nous en parlerez plus tard, tout à l'heure. Donc là, c'est pour montrer, on peut faire du logement. Ensuite, la slide d'après, c'est les bureaux de Constant Charrier à Couéron. Donc là, c'est pour montrer une autre complexité de projet, où sur ce projet-là, on a même réussi à construire des murs de façade. Donc on a bardé le bâtiment sur la peau extérieure avec des murs en gabion de 12 mètres de haut, ou 13 mètres, je ne sais plus, et dans une zone sismique. Donc on voit bien qu'on arrive à faire du passif, même avec une complexité technique liée au bardage en gabion, qui a nécessité de faire de l'isolation intérieure derrière le bardage, et de l'isolation extérieure là où on a le bardage bois. Derrière le gabion, isolation intérieure. Donc passif ne veut pas dire forcément que de l'isolation extérieure, que des choses compliquées. On peut mixer les choses, tout est calculé, anticipé, et il y a une certaine flexibilité quand même possible. L'architecture doit rester le maître mot, et c'est pas le passif qui doit guider constamment la réflexion, même si on a quand même quelques automatismes et quelques points de vigilance à régler, mais l'architecture reste le premier élément. C'est vrai que quand on voit la production architecturale du Vorarlberg, on se dit qu'elle est de grande qualité. Autre sujet qui revient souvent dans le passif, c'est la question des usagers, du rôle de l'usager qui est important, et peut-être des contraintes que pose le bâtiment aux usagers. Donc on a 2 maîtres d'ouvrage qui sont là, qui vont pouvoir témoigner. Nicolas de Couvlar, donc on parlait de ce bâtiment à Mordel, qui date de quelle année du coup? J'ai plus en tête. Donc il a été livré en 2016. Oui, vous avez du recul. Hein. Oui, absolument. Et alors on a fait plusieurs enquêtes en fait auprès de nos locataires qui ont proposé de rentrer dans ces logements un peu particuliers. Et puis on a aussi fait suivre via l'ALEC pendant 2 années. On a vraiment mesuré de très près les consommations en fonction des températures, etc. Parce qu'on voulait quand même s'assurer aussi du résultat qu'on avait quand même, on va dire, vendu à nos habitants. Donc le retour qu'on a, il est très positif, évidemment, sur l'aspect confort, sur l'aspect charge. Mais le premier point, c'est, je voulais rebondir sur ce qu'on disait sur l'architecture, ils sont aussi très heureux et ils apprécient énormément l'architecture de ce bâtiment. Alors voilà, et pour nous, c'est aussi
une des belles références qu'on a autour de Rennes. Donc voilà, on ne perd pas de vue quand on construit que effectivement on cherche une performance, mais on cherche aussi un lieu de vie. Et nos habitants qu'on a interrogés ont vraiment insisté dans les verbatim qu'on a eus sur cette qualité architecturale, voilà, qui est aussi une façon aussi de les respecter, puis de leur proposer un cadre de vie qui leur convienne. Donc voilà, ça c'est le premier point, et donc ça rejoint ce qu'on disait à l'instant. C'est vrai que nous, on a une entrée forcément assez vite économique, charge pour nos locataires. Alors on n'était pas à l'époque dans des valeurs du mégawattheure ou du kilowattheure telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais c'est sans doute pour nous l'argument, en tout cas l'intérêt premier, c'est de pouvoir réduire ce poste de charge qui est très important, qui sont les charges de chauffage. Et on a pu démontrer, là aussi, mesure à l'appui, facture à l'appui, qu'on tenait les objectifs qu'on s'était fixés. Pour vous donner un ordre de grandeur, je ne vais pas en termes de chiffres, c'est à peu près ce qu'on nos locataires sur ce programme-là payent en chauffage, c'est à peu près le 5e de ce qu'on a, on va dire, en production moyenne à Archipel Habitat. Et c'est entre le tiers et la moitié de ce qu'on a sur nos bâtiments qui sont les plus performants. Évidemment, au fur et à mesure où on avance, puisqu'on s'aligne aussi sur la RE 2020 et puis ces seuils à venir. Donc voilà, et c'est vrai que quand on édite tous les ans un peu les factures, quand on procède aux régularisations de charges, on voit bien que c'est de loin le bâtiment qui consomme le moins sur l'aspect chauffage. Après, dans les petits les réglages, et c'est vrai qu'il y a une forme de prise en main de ces bâtiments pour les habitants, le sujet du confort thermique d'été, voilà, il est important. Donc on a eu là aussi au moment de la mise en service des petits réglages pour expliquer certains usages. On a même rajouté quelques éléments de brise-soleil pour compléter les masques par rapport à des logements qui étaient orientés au sud. Dans les sujets d'usage, très, très simples et très concrets, nos locataires apprécient par exemple de ne pas avoir d'émetteurs, de radiateurs, qui compliquent parfois l'ameublement ou l'aménagement. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi très plaisant d'avoir des murs complètement disponibles pour meubler leur logement. Voilà. Après, c'est des logements qui montent assez vite en température. Là aussi, dans les verbatim un peu amusants, on avait un locataire qui a lancé une raclette un soir. Enfin voilà, là, c'est sûr qu'il s'est retrouvé. Oui, c'était en hiver, bon, mais ça va. Vous avez fait un guide, non, de l'usager, il me semblait, du locataire. Alors, avec la LEC, on a produit effectivement quelques consignes. C'est vrai que c'est beaucoup la gestion des ouvertures et des fermetures de fenêtres, notamment. Voilà, mais bon, voilà, autant on n'a pas réinterrogé récemment nos locataires qui sont là depuis maintenant 6-7 ans. Voilà, mais une fois ce premier passage, premier réglage opéré, on peut considérer que vraiment la prise en main, enfin voilà, ces logements sont particulièrement appréciés. Et puis donc nous on renouvelle, donc Archipel Habitat, on renouvelle un sujet passif, donc aussi avec Aragroup sur Racinier, puisque ça fait aussi partie des démarches, on va dire, initiées par la métropole et les communes de la métropole, de continuer à développer le logement passif, notamment dans les ZAC, avec des îlots qui sont particulièrement fléchés. Donc là, on est sur un autre mode constructif, une autre architecture. Voilà. Celui-ci, c'est une ossature bois ou c'était juste un bardage bois? Alors, c'est une structure mixte bois-béton. Bois-béton. Ah oui, c'est okay. ça. Donc là, on a parlé logement. Avec Constant Charrier, on va plutôt parler du coup de tertiaire, puisque c'est votre siège, finalement, le siège de votre entreprise. Il date de quand, ce bâtiment? Alors, même question. Bonjour. C'est assez facile à se rappeler. Il a été livré le 16 mars 2020. Ah. Je pense que ça parle à tout le monde. Donc c'est assez. Donc il a plus de 3 ans maintenant, et donc on entame notre 4e été. Vous l'avez construit juste au bon moment. Au bon moment, avec une équipe impliquée. Je souhaite remercier d'ailleurs, c'est l'occasion, toutes les personnes qui sont là, qui ont pu participer à ce projet, et qui ont fait une réussite, parce que je le dis, le passif, c'est fantastique.
On est tous persuadés ici. Faut dire que nous, en termes d'usage, on est sur 80 collaborateurs qui ont intégré donc ce bâtiment donc en 2020. Alors c'est vrai ça marche. Pourquoi ? Parce que déjà il y a un terreau. Il y a un terreau. L'entreprise Charrier, ça fait plus de 20 ans qu'on est impliqué sur notre démarche de responsabilité sociétale et environnementale. D'ailleurs, on est passé donc entreprise à mission l'année dernière. Et quand je dis que c'est un terreau, c'est que dans les comportements déjà de nos collaborateurs, c'était déjà très intégré. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en travaillant notamment avec Energelio, on a mis en place un petit groupe d'ambassadeurs qui ont été formés spécifiquement par Energelio avant l'entrée dans les locaux et qui ont pu, entre guillemets, semer la bonne parole auprès de leurs collègues et ce qui a permis d'avoir des ambassadeurs dans chaque zone pour pouvoir justement parler du passif, de ce que ça voulait dire en termes d'usage. C'est quoi leur mission, ces ambassadeurs ? C'est par exemple expliquer que une fenêtre, quand il fait 40 degrés dehors, ça se ferme. Pourquoi il y a ça ? Enfin, ça, c'est bon pour tout le monde maintenant, en fait. Maintenant, c'est bon pour tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'on contre-intuitif, mais... on vient un petit peu. Et puis c'est vrai que ça a été vraiment un succès, je le dis encore une fois, parce que ça fait 4e été. Le bâtiment, il répond très très bien. Il répond même super bien. C'est-à-dire que pour vous dire, c'est que j'ai des gens il y a le télétravail qui s'est mis en place comme tout le monde, et c'est des gens qui ne veulent plus faire de télétravail, qui veulent revenir dans les bureaux parce qu'ils s'y sentent mieux. Et ça, pour moi, c'est un gage de réussite aussi, notamment. Alors c'est vrai que l'été, il fait un peu noir dans les bureaux parce que les brises-soleil sont baissées, parce que voilà. Mais c'est une habitude, je dirais que c'est même du bon sens, d'une certaine façon. Et donc vous voyez d'ailleurs les gens arriver le matin, ceux qui arrivent très tôt, qui ouvrent grand toutes les fenêtres de leurs collègues pour vraiment aérer le bâtiment. Donc il y a vraiment une prise de conscience collective. Donc, les usagers vraiment ont pris en main, vos collaborateurs, le bâtiment, quoi. Ouais, tout à fait. On va peut-être rentrer dans un autre sujet, le sujet des sous, le sujet des coûts. Pour l'aborder, on va peut-être parler aussi des équipements et des matériaux, enfin très simplement des triples vitrages, et on pense souvent à double flux, qui sont pas forcément, où il n'y a pas une offre pléthorique en France. Et est-ce que le fait que c'est un peu un passage obligé finalement pour construire un bâtiment passif, est-ce que ça pénalise pas, en termes de coûts, le budget d'une opération, le bilan d'une opération ? Et est-ce que il est vrai qu'on trouve que l'offre est réduite ? Et je me posais la question notamment sur le triple vitrage dont on parle souvent et qui est obligatoire. Effectivement, les équipements qu'on a dans le passif, c'est quoi ? Il y a très peu de technologie. Il y a du triple vitrage, donc des menuiseries, et de la ventilation double flux. Le reste, c'est des isolants qu'on utilise dans les bâtiments conventionnels. On en met juste un peu plus, mais ça reste les mêmes isolants. Et donc, il s'avère que quand on a commencé, nous, à construire des bâtiments passifs, il fallait trouver des menuiseries triple vitrage très performantes. Et ça, les fabricants français n'en faisaient pas. On était obligé d'aller en Allemagne, en Autriche, chercher des menuiseries. Et puis, on a été confronté à d'autres sujets. C'est que pour que les menuiseries soient certifiées en France, pour que l'assureur puisse assurer votre bâtiment en tant que maître d'ouvrage, il fallait qu'elles soient NF aussi, les menuiseries. Sauf que en trouver en France, voilà, il n'y en avait pas à l'époque. Donc c'était très compliqué. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup plus, il y en a un peu plus. Mais il y en a très peu parce que le marché du bâtiment passif en France est encore une niche. Et effectivement, tant qu'il n'y aura pas une vraie position politique pour pousser, créer un marché et du coup ouvrir le champ à des fabricants qui vont être en concurrence et du coup offrir des nouvelles menuiseries, des nouvelles ventilations double flux, eh bien, tant qu'on n'a pas ça, eh bien, on n'arrivera pas à baisser le prix aussi. Il y a très peu de ventilation, très peu de menuiserie. Donc voilà. Après, faut savoir qu'on peut entendre aussi des fois, on entend qu'il faut des menuiseries ou des ventilations qui soient certifiées Passive House. Alors ça, c'est pas forcément nécessaire. Il faut qu'elles soient de bonne qualité, qu'elles ont les caractéristiques techniques dont on a besoin en termes de performance, de vitrage, d'un tas de données, mais il n'y a pas besoin que ce soit certifié. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Aussi, juste pour nuancer un tout petit peu comme le propos, nous quand on a travaillé sur le premier bâtiment tertiaire passif en 2007 qui est donc en conception, qui est le siège en fait de ADO, qui est la maison mère de Leroy Merlin, c'était un peu compliqué. On travaillait en fait avec des menuisiers qui étaient sous licence autrichienne ou allemande et effectivement il n'y avait pas pléthore de menuiserie. Maintenant, nous on fait quand même beaucoup de logements sociaux dans les Hauts-de-France et on se rend compte qu'il y a des gamistes qui sont historiques comme Chuco, VK, enfin des gens qui font du PVC et de la masse, qui commencent à avoir des produits qui sont en triple vitrage avec des performances vraiment très intéressantes et avec tout ce qu'il faut pour pouvoir bien justifier au bureau de contrôle, aux assureurs. Et donc on sent quand même qu'il y a une évolution depuis 2-3 ans, ça pousse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, on a aussi sur la partie ventilation une accélération qui s'est opérée. On travaille actuellement là sur la nouvelle cité administrative de Lille. Donc il y a quand même un gros sujet, 40 000 m² certifiés Passive House. Et donc on a trouvé des nouvelles gammes en fait qu'on n'avait pas avant et qui ont permis d'avoir un bon rapport performance-prix. Donc je trouve que les signaux sont plutôt bons et ça commence à arriver. Ouais. Autre question qui revient aussi très régulièrement quand on parle passif. Est-ce qu'il faut absolument passer par la certification ? Est-ce que un passif sans certification, c'est vraiment du passif ou pas ? Question. Vous allez me dire oui, forcément. Moi, mon avis, il est très tranché. Il est sur le fait. Enfin, moi, je pense qu'il faut le faire dans le sens où le fait d'avoir une certification extérieure, ça permet d'avoir un contrôle externe et de bien valider tout ce qui a été fait. Des passifs, des presque passifs, il y en a plein. Il y en a plein. En fait, quand on les calcule vraiment, en fait, ils y sont pas quoi. Donc c'est quand même en utilisant le PHPP, garantie de qualité. Moi, je pense que finalement, c'est une validation de la démarche, ouais, et puis, la certification. Par rapport au prix du bâtiment, c'est epsilon et franchement, ça permet vraiment de garantir une qualité jusqu'au bout parce qu'on est vraiment très rigoureux dans la démarche. Et quand il n'y a pas la labellisation, alors peut-être que c'est naturel, mais on a tendance peut-être à se relâcher un peu, je ne sais pas. Mais moi, je pense que mon avis, c'est oui. Après, je ne sais pas si. On l'a remarqué dans la gestion du chantier, par exemple, le fait qu'on a l'obligation de la certification, les entreprises abordent le chantier différemment. Okay. Aussi. Donc il y a ça. Et puis il faut savoir que c'est comme disait Clément, une certification Passive House pour du logement, par exemple pour les 25 logements à la Levantine, là, à Mordel, c'était 12 000 € de mémoire. Donc c'est à l'échelle du projet, c'est vraiment pas grand-chose, c'est toujours ça, mais et pour du tertiaire, c'est 15 000 €, par exemple. Pour le groupe Charrier, c'était, je crois, 15 000 €. Bon, c'est toujours un budget qu'on aimerait bien mettre ailleurs, mais si c'est gage de qualité, de performance dans la durée, dans la pérennité du projet, bon, c'est... Qu'est-ce qu'en pensent les maîtres d'ouvrage qui payent au final? Je vais parler de mon projet, mais oui et 100% oui. Pourquoi ? Parce qu'on s'est tellement investi sur ce projet pour qu'il réussisse. On a tellement en plus atteint des niveaux en termes de, je pense, d'étanchéité, en termes qui étaient vraiment exceptionnels, que pour moi, c'était logique qu'on aille jusqu'à la certification. Tout à fait. Oui, donc c'est une façon aussi une conduite de chantier qui a l'assurance d'une bonne conduite de chantier jusqu'au bout. Nicolas de Couvlar, qu'est-ce que vous en pensez? La certification passive? On a déjà énormément de certifications. C'est vrai que, Oui, parfois, on aimerait bien que la compétence de chacun, l'engagement suffise. Bon. Après, ce qu'on constate, c'est que par rapport à 2016, où les écarts de prix étaient quand même assez importants entre la production passive et puis la production classique, aujourd'hui, de toute façon, nos bâtiments, parce qu'ils ont aussi progressé dans leur performance, coûtent plus cher. Donc du coup, l'écart, là, je regardais sur notre dernier chantier, on est plutôt sur 13-15% d'écart entre un bâtiment plutôt d'un bon niveau, on va dire peut-être RT 2012-20 ou les premiers niveaux de la RE 2020 et le passif, on est entre 12, 13, 15%. Donc c'est vrai que l'écart a tendance à se réduire. Voilà. Après, ce qu'on ne mesure pas toujours, c'est se dire, est-ce qu'on aurait d'autres façons de mesurer un niveau passif qui soit pas la certification? Est-ce que c'est pas tellement le coût de la certification, c'est que parfois sur le calcul des ponts thermiques, vraiment dans le détail, voilà.
Mais en tout cas, enfin voilà, l'écart, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que l'écart entre le coût d'un bâtiment passif et le coût d'un bâtiment déjà très performant se réduit, puisque par ailleurs, on progresse aussi en performance, quoi. Vous devancez ma question, presque la dernière. On est en période de flambée du coût de l'énergie, j'apprends ça à personne, coût des matériaux. Le retour sur investissement dans un bâtiment passif, est-ce qu'il n'est pas encore plus intéressant aujourd'hui s'il se réduit ? Oui, alors moi je vous donnais les chiffres hein, pour aujourd'hui par rapport à notre production, on va dire par rapport à notre patrimoine et par rapport à notre production courante, on voit bien on fait baisser sensiblement le coût de la charge chauffage. Après, on a aussi toutes les autres charges qui progressent et finalement le poste chauffage, il devient aussi relatif. Mais néanmoins, c'est vrai sur Mordel, c'est 10%, le chauffage n'est plus que 10% des charges, de toutes les charges d'un logement. Donc c'est vrai qu'on a quand même réussi à comprimer ce poste. Après, il faut qu'on travaille sur le reste, hein, l'eau chaude sanitaire, évidemment, l'eau en tant que telle. Et c'est vrai que pour nous, le sujet passif, c'est pour ça que nous, on a plutôt un regard plus global, alors, on va dire bilan carbone ou autre, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on arrive. On a plutôt bien travaillé sur la performance thermique de nos bâtiments. Je pense qu'on a vraiment fait des gros efforts ces dernières années. Maintenant, il faut le sujet carbone, il faut qu'on l'emmène. Donc voilà, il faut qu'on arrive à décliner les autres sujets et être attentif à tous les postes de charge maintenant qu'on a réussi à comprimer le poste du chauffage. Oui. Clément Charrier, vous, retour sur investissement dans votre... Je crois que c'est mon tableau. Bâtiment. Il y a un petit souci de tableau, c'est ça ? Non, c'est le mien. Enfin, c'était celui que j'ai utilisé en 2018. Alors, c'est celui qu'Energelio avait fait en 2018. Et effectivement, on était sur un retour sur investissement, vous voyez, un peu plus de 20 ans par rapport au surcoût du passif. Le surcoût du passif sur un bâtiment comme le nôtre, c'est 8 à 9%. À l'époque, hein, je parle de 2018. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Et on était parti sur une actualisation des coûts de l'énergie d'une hausse de 4% par an. Bon, on peut rajouter 2 zéros, hein, parce que j'ai regardé ce matin, nous on est plus, parce qu'on en consomme un petit peu, on est plus à des 400% d'augmentation, donc c'est quand même assez important. Donc effectivement, le retour il est encore plus rapide pour nous. Qui plus est, en plus entreprise familiale, comme on est de 126 ans, pour nous 20 ans c'était peu de choses en fin de compte aussi. Donc le surcoût il était encore plus avec les coûts aujourd'hui, il est complètement amorti aujourd'hui. Très bien, merci. Peut-être pour clôturer la discussion, je repasse la parole à Marc Hervé, parce qu'on a bien vu que en introduction, vous parliez du tertiaire comme finalement on enclenche un cercle vertueux avec une typologie de bâtiments en ZAC. Est-ce qu'aujourd'hui, à Rennes et Rennes Métropole, vous envisagez d'étendre cette obligation ou cette forte encouragement au maître d'ouvrage d'aller dans le passif pour d'autres typologies de bâtiments ? Alors, c'était une obligation, ce qu'on se disait sur les ZAC. À Rennes depuis le 1er janvier 2023. Pour autant, ça a vocation, effectivement, dans la manière dont on a pensé le référentiel bas carbone, d'être adossé à 2 textes qui sont éminemment importants. Un, le plan local de l'habitat, qui est en cours de validation et qui fait état de ces éléments-là. Et donc, chaque fois qu'il y aura conventionnement PLH, on regardera à associer ce qu'est ce référentiel bas carbone. Et puis, il y a les modifications de plans locaux, ou plan local d'urbanisme intercommunal. Et là, c'est vrai qu'on a besoin du retour en ZAC pour commencer à voir et à se poser la question de l'obligation de ce référentiel bas carbone sur le diffus et sur l'ensemble de la production. Mais ça, il faut vraiment qu'on valide les choses en ZAC, qu'on regarde ces questions de surcoût, parce que l'idée, c'est de pousser tout le monde à la performance, mais sans bloquer, et qu'on sait que dans les temps d'aujourd'hui, on n'est pas loin du blocage, voire dans le blocage pour un certain nombre d'opérations, et qu'il nous faut veiller malgré tout à ce qu'on puisse continuer à construire, parce que je vous rappelle ce que l'enjeu du programme local de l'habitat dans Rennes Métropole, c'est 5000 nouveaux logements par an. Et donc parce qu'il y a une attractivité démographique, parce qu'il y a une forte demande de logements sociaux, 26 000 demandes en attente pour 4 à 5 000 livraisons par an. Donc il y a une demande qui est substantielle et il faut qu'on puisse répondre
à cette demande-là par une augmentation de l'offre de logements. Et donc, on n'a pas collectivement intérêt à bloquer non plus la production de logements. Donc, on va pousser au maximum, mais sans bloquer. C'est la commande qui est donnée aux équipes avec lesquelles on travaille quotidiennement pour qu'on puisse avancer. Mais ce terrain d'expérimentation des ZAC est pour nous important dans l'année et les 2 années qui viennent pour pouvoir commencer à voir si une forme de généralisation puisse se mettre en œuvre. Et puis j'ai un autre point qui est traversé aussi par ce que sont les réalités de notre territoire. Et je pense au zéro artificialisation nette. On sait qu'aujourd'hui, la construction neuve est source de grandes performances. Enfin, on l'a vu que ce soit en tertiaire ou en logement. La question du ZAN, c'est aussi celle du bâtiment existant. Et c'est là-dessus où on va être de plus en plus attentif aussi. C'est que le ZAN est aussi un formidable levier pour pouvoir retravailler des bâtiments existants. Et la question énergétique est très certainement aussi celle du bâti existant sur lequel on a tous les architectes, experts, bureaux d'études et maîtres d'ouvrage aussi pour faire en sorte que la ville de demain, même sur ce qu'elle a construit depuis 50, 100 ou même plus d'années, soit en capacité de répondre à ce défi de la transition écologique. Et donc là, il y a par contre un volet très important de ce qui existe dans nos territoires sur l'inscription du bâti existant dans ses attentes en termes de transition écologique et notamment sur le volet énergétique. Mais le ZAN rebat les cartes, redonne peut-être des économies de projet aux questions de surélévation, aux questions d'enveloppe existante des bâtiments existants, pour peu qu'on fasse aussi évoluer nos règles. Je sais que la réglementation est parfois source de forme de contradiction. Je pensais notamment aux questions de stationnement. Il ne suffit pas de surélever un bâtiment, puisque derrière la surélévation se pose la question du stationnement dans le bâti existant, et que c'est parfois plus compliqué de creuser pour avoir le stationnement en souterrain que de surélever le bâtiment. Et donc, il faut qu'on réfléchisse aussi à avoir une réglementation qui s'adapte à ces enjeux qui sont portés par le zéro artificialisation nette dans nos territoires. Il n'y aura plus beaucoup de voitures à Rennes. On se retrouvera pour parler de la rénovation passive, alors peut-être. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous.